Bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous sommes aujourd'hui à Davos, où les grands acteurs de l'économie se retrouvent chaque année pour le Forum économique mondial. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Stiglitz, professeur en économie à l'Université de Columbia et prix Nobel d'économie. Bienvenue. Tout d'abord, certains chiffres de l'économie américaine, petite tour d'horizon de l'économie avec une chute de 3,8 du PIB au quatrième semestre. C'est la plus grosse chute en 25 ans. Monsieur Stiglitz, êtes-vous surpris par ces chiffres et par la magnitude de cette crise? Pas du tout, pas du tout. Bon, le PIB a atteint des bas, et c'était attendu, dû aux pertes d'emplois qui se sont produites ces derniers mois. Mais ce n'était pas non plus une surprise, parce que cette récession s'est dessinée de façon assez claire. Il y a eu quelques épisodes qui étaient assez surprenants avec la société Lehman Brothers, mais il y a eu une bulle, la bulle s'est brisée et voilà, nous en voyons maintenant les conséquences. Alors, les chiffres économiques ne sont pas aussi mauvais que ce qu'avaient pensé initialement certains économistes. Il semblerait qu'il y ait eu une certaine accumulation d'excédents, mais cela n'annonce rien de bon pour les trimestres qui viennent. Et puis, cela ne prend pas non plus en compte les centaines de milliers de licenciements que nous avons vus au cours des dernières semaines. Alors, concrètement, d'après vous, à quoi ressemble 2009? Morose. Et c'est l'humeur à Davos ici. Lorsque vous parlez aux acteurs économiques et les décisionnaires, eh bien, ils voient l'avenir de façon morose. Et même ceux qui sont plus optimistes, maintenant, l'accès au crédit, ils le considèrent comme assez morose également. Donc, les choses ne sont pas vraiment très optimistes. Il y a également la dynamique, la perte des emplois, ce qui signifie que les gens ne peuvent plus acheter autant qu'avant. Et évidemment, cela signifie que la production diminuera également. C'est un cercle vicieux. En même temps, la crise a été générée par des excès de crédit et de dépenses. Donc, quelque part, c'est ce qui a créé ce déficit et ce déséquilibre économique. Donc, ne pensez-vous pas qu'à quelque part, il y a raison de penser que les consommateurs vont aujourd'hui peut-être épargner un peu plus? À long terme, c'est bien pour les États-Unis. Bon, en fait, la stratégie n'est pas tenable. L'épargne a atteint un niveau zéro et ce n'est pas tenable. Le problème est le suivant. Qui remplacera ce consommateur américain? Qui soutiendra l'économie américaine? Qui soutiendra l'économie mondiale? Un autre problème, c'est l'inégalité. Avec un grand fossé, nous avons transféré de l'argent de personnes qui auraient pu le dépenser vers d'autres personnes qui étaient très riches. Nous avons pu survivre en prêtant de l'argent aux gens très pauvres et aux ménages moyens. Mais ce modèle, en fait, n'était pas efficace dès le départ. Et maintenant, le système est brisé. Alors, que peut faire le gouvernement à part juguler le chômage? Juguler le chômage, ce sera chose difficile. On doit en fait stimuler l'économie et réparer le système financier. Mais le système financier ne pourra pas être réparé si nous ne nous attaquons pas aux problèmes sources, c'est-à-dire l'hémorragie imputable aux saisies immobilières. Des millions de personnes ont perdu leurs économies et leurs logements et rien n'a été fait de façon efficace sur aucun de ces problèmes. Et pensez-vous que le plan de relance économique qui a été adopté par la Maison des représentants la semaine dernière parviendra à répondre à cette problématique? Il s'agit de ce plan à 819 milliards de dollars. On ne fait rien par rapport aux saisies immobilières, on ne fait rien par rapport à la restructuration du système financier. On ne sait pas où on va par rapport à cela. Ce programme n'a pas été bien conçu.
Un tiers de ce programme se concentre sur les baisses d'impôts pour les consommateurs et on connaît certainement les conséquences de cette initiative. Les Américains qui croulent sous la dette et qui doivent appréhender un certain degré d'incertitude et tous ces autres problèmes, eh bien ces consommateurs ne vont pas dépenser leur argent. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Mais les mauvaises nouvelles ici, c'est qu'ils ne dépenseront pas cet argent, ce qui signifie qu'on ne pourra pas remettre à flot l'économie. Les baisses d'impôts produisent des résultats immédiats. Ce n'est pas le cas des investissements effectués dans les infrastructures qui mettent plus de temps à porter leurs fruits. Cela dépend de la conjoncture. Et la conjoncture, actuellement, eh bien, nous montre que, avec la dette, eh bien, les consommateurs ne réagiront pas. Ils n'ont pas réagi en février lorsqu'on a octroyé une baisse d'impôts. Lorsqu'on donne de l'argent aux chômeurs, cela a des conséquences immédiates, car si vous ne donnez pas cet argent, ils doivent diminuer leurs dépenses. Et si vous donnez de l'argent aux très pauvres, qui doivent gratter les fonds de tiroir, ils vont dépenser cet argent. Mais aux deux extrêmes, eh bien, on donne de l'argent aux ménages à revenus moyens, plus particulièrement lorsque l'on passe par le système fiscal. Et vous n'avez pas une assiette suffisamment large dans le processus de transfert d'argent. En fait, les gens qui ont des revenus assez positifs, en fait, font partie du système fiscal. Et par voie de conséquence, une grande partie de l'argent, en fait, sera transférée à des personnes qui pourront dépenser tout l'argent. Enfin, non, ils ne dépenseront pas tout l'argent. Ils épargneront une certaine quantité. Bon, alors c'est très bien pour leur bien-être individuel, mais ce n'est pas très bien pour l'économie. Alors, faut-il, d'après vous, un autre plan de relance économique pour restaurer la confiance et stimuler la croissance? Je pense que le plan de relance doit être mieux conçu. L'une des choses qui aurait dû être faite, par exemple, eh bien, les États, par exemple, les collectivités locales doivent appréhender des coupures budgétaires. Une loi impose une adéquation entre les revenus et les dépenses. Si les revenus diminuent de 150 milliards de dollars, ils doivent diminuer leurs dépenses également. Donc voilà, ils vont devoir licencier des travailleurs. Que devons-nous faire? Nous devons vraiment arrêter cette hémorragie. Nous devons donner aux États et aux collectivités locales de l'argent afin qu'ils ne licencient plus les travailleurs. Les universités, c'est un autre exemple. Eh bien, ils sont en situation assez catastrophique. Les universités privées ont des dotations et ces dotations ont diminué de par la bourse. Voilà, Harvard, d'autres universités ont diminué leurs dépenses. Les gouvernements doivent soutenir ces universités, les aider à maintenir. En fait, notre avenir dépend de l'éducation et du développement technologique. Ce sont des éléments très importants. C'est là où nous pourrions peut-être jouer un rôle très important en matière de plan de relance. Alors, d'aucuns disent qu'il n'existe pas de solution miracle pour l'économie, à moins que le système financier ne soit stabilisé. Pensez-vous qu'il y ait une urgence? Tim Geithner, le nouveau secrétaire au Trésor, qui est en train de travailler sur un nouveau plan de sauvetage pour les banques. Parle-t-on de nouveau plan parce que l'ancien plan préparé sous l'égide de Henry Paulson ne tient pas la route ou n'a pas été efficace? Les premiers 350 milliards de dollars n'ont pas été bien dépensés du tout. Ce montant n'a pas stimulé l'économie et on n'a pas pu s'atteler au problème de crédit. En fait, non, les résultats se sont avérés très négatifs et on ne va certainement pas récupérer les montants par rapport aux dépenses qu'on a mis sur la table et c'est vraiment une grande préoccupation. 5 700 000 milliards de dollars, c'est la dette, c'était la dette quand M. Bush est entré à la Maison-Blanche et aujourd'hui, eh bien, elle est de 10 000 milliards de dollars. Donc, il y a un consensus, par conséquent, qui nous dit qu'on doit aller ou qu'on doit faire davantage. Maintenant, quoi? L'une des choses,
nous devons résoudre le problème des saisies immobilières. Et ce problème des saisies immobilières n'a pas été intégré dans le programme. Il n'avait pas du tout été inclus dans le plan Paulson. Mais un autre problème fondamental, eh bien, c'est que nous allons certainement dépenser de l'argent et mettre cet argent sur des dettes ou de l'argent toxique. Nous aurions pu utiliser ce plan de 700 milliards de dollars en mettant sur pied une institution avec un taux de levier 12 sur 1. Eh bien, cela aurait pu générer 8,4 milliards de dollars de nouveaux crédits. Par conséquent, si on dépense 700 milliards de dollars, on peut générer beaucoup de crédits, mais pas comme on l'a fait précédemment, et c'est certainement pas comme je l'ai entendu dire par rapport aux propositions qui ont été mises par Washington. Alors, que faire? Faut-il créer une mauvaise banque ou faut-il effacer les mauvais crédits des bilans des banques ou nationaliser des banques? Tim Geithner a exclu toute nationalisation jusque-là. L'idée de la mauvaise banque est une mauvaise idée. C'est une version d'une des idées précédentes qui a été mise de côté. C'était un programme qui s'appelait Cash for Trash. Le gouvernement donnait de l'argent aux banques et nous prendrions tous leurs actifs toxiques. Nous avons maintenant une nouvelle version. Plutôt que de le faire de façon individuelle, nous allons prendre tout un bouquet de ce qu'on appelle le trash ou actifs toxiques. Et aux États-Unis, le gouvernement est responsable du traitement des déchets. Il sera alors responsable du traitement des déchets dans le secteur financier. Pourquoi pensez-vous que cela pourra résoudre le problème? Ce n'est pas tout à fait clair. Si nous donnons la valeur de ces actifs aux banques, c'est-à-dire la valeur du marché, ces banques feront faillite. Et nous avons créé ici une situation, eh bien, on est voué à l'échec avec cette situation, avec cette recette. Et les contribuables ont vraiment mis tous leurs capitaux dans les banques. La plupart des capitaux, le secteur privé ne représente qu'une petite portion. Et nous n'avons pas de voix. Cette situation où vous avez un grand fossé qui existe entre les propriétaires, ceux qui apportent l'argent, et ceux qui contrôlent la situation, ceux qui prennent les décisions, eh bien, on est voué à l'échec avec une telle recette, avec une telle situation. Voilà, on mettait de l'argent dans les banques payaient les dividendes, qui payaient les bonus également, et qui pouvaient acquérir d'autres firmes, d'autres sociétés. Ils ne s'intéressaient pas à la relance du système économique américain. C'était exactement les mêmes personnes qui nous ont menés vers ce chaos. Il n'y a eu aucun changement de direction, sauf dans quelques cas assez scandaleux, et personne ne pouvait accepter une telle situation. Merci, Monsieur Joseph Stiglitz, d'avoir répondu à nos questions. Et merci de nous avoir écoutés. Restez sur France 24.